RCN. Le son de la différence. – 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et bienvenue dans cette nouvelle émission Et puis c'est tout, chaque mois l'émission consacrée aux épilepsies. Et avec grand plaisir ce matin, je reçois non pas un, pas deux, mais trois invités. Michael Ferrand, de neurologue au CHRU de Nancy. Bonjour Michael. Bonjour. À vos côtés, Sabrina Wensinger, vous serez notre témoin aujourd'hui. Vous êtes épileptique, porteuse d'un stimulateur de nerfs vagues. Vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est. On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Et puis, bonjour à vous, Sabrina. Bonjour. Et puis Tristan Kring, vous êtes épileptique, vous souffrez d'épilepsie, en tout cas vous êtes opéré de votre épilepsie. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Et puis Céline pour m'accompagner comme chaque fois. Ce serait un plaisir que ce soit chaque jour, Céline. Céline de l'équipe Relais Handicap Rare, tu peux nous en dire un mot rapidement ? Oui, rapidement, équipe Relais Handicap Rare, on accompagne donc les personnes et tout leur entourage, personnes qui sont en situation de handicap rare, donc des personnes qui vont cumuler plusieurs troubles, déficiences, et pour lesquelles on peine à trouver des solutions ou en tout cas des modes d'accompagnement qui soient le mieux adaptés à leurs besoins. Voilà, on intervient souvent de manière assez systémique auprès des personnes et de tous les partenaires. Merci beaucoup Céline. Alors aujourd'hui, la thématique dont on va parler des traitements des épilepsies et surtout de la pharmacorésistance. Bienvenue, on est ensemble pendant 1 heure. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Alors je le disais, quand on parle d'épilepsie, d'abord on parle bien des épilepsies et on avait envie quand même, on l'aborde régulièrement dans cette émission, de parler des traitements parce que c'est vrai qu'il existe des traitements mais on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de pharmacorésistance. C'est donc le thème qu'on va développer aujourd'hui ensemble. Vous le savez, comme chaque fois, on est allé poser des questions dans la rue aux gens. Céline, est-ce que tu peux nous indiquer la première question que vous êtes allé poser aux auditeurs et aux gens qui sont dans la rue à Nancy ? Une première question plutôt sur les statistiques, oui. Donc les questions qui sont toujours préparées avec l'ensemble des témoins ici présents. Donc quel est le nombre de personnes épileptiques en France ou le pourcentage dans la population ? Et dans ce nombre de personnes, quel est le pourcentage qui résiste au traitement ? Je dis 10%. 20%. Ouais, 20%. Qui a raison ? 3%. Je dirais la moitié. Je dirais moins de 1%. Oui, il y en a bien 40%. 40% donc de personnes qui ont une maladie parce que j'en connais. Moi, je dirais entre 10 et 20%. J'en ai côtoyé une parmi toutes les personnes que j'ai côtoyées, donc je dirais peut-être sur 100 à peu près. Ou sur 100 ouais, sur 100, je dirais une. D'accord. À peu près, ouais. C'est faible, mais c'est vrai que c'est au moins une personne, quoi. 7 à 8%. Ouais, je dirais entre 10 et 15%. Je dirais 1 ou 2% peut-être. Et quel pourcentage dans ce 1 ou 2% résisterait au traitement médicamenteux ? Ça c'est dur. Eh ben, Je pensais que pas. Si vous me posez la question, je dirais que tous n'ont pas le traitement qu'il faut, ou alors je dirais peut-être, je sais pas, peut-être la moitié résiste au traitement. Ouais, il doit y en avoir pas mal. Sur les 20%, peut-être 30-40%. Et je pense qu'il y en a pas mal qui s'en sortent avec les traitements. Par contre, il y en a d'autres, pour ceux qui n'arrivent pas, je crois que c'est un peu minime par rapport à ceux qui résistent. Moi je pourrais 70%. Hein. Si quoi. Non, moi je pense pas. Moi je dis 40%. Je dirais une bonne moitié. Je dirais 20%. Au fur et à mesure du temps, peut-être qu'à force de prendre des médicaments, le pouvoir s'estompe. Donc j'aurais dit peut-être 30 à 40% au fur et à mesure du temps. Qu'à force de prendre des médicaments, je pense qu'on peut être immunisé contre ces bienfaits et donc du coup le pourcentage augmenterait. Alors, est-ce qu'on peut être immunisé à force de prendre des médicaments contre le médicament ? C'est évidemment une question qu'on peut se poser. Là, je me tourne vers vous, docteur Ferrand. Cette dernière réponse, là, vous en pensez quoi ? Alors, par rapport à la dernière réponse, c'est pas si bête que ça. Il n'y a pas d'immunisation, mais on ressent quand même parfois chez les patients un effet un peu qui s'estompe avec le temps. Ce que nous on appelle l'effet lune de miel, c'est-à-dire au début du traitement tout se passe bien, ça marche bien, on a des semaines, des mois où ça répond bien, il y a moins de crises,
Et au bout d'un moment, on a l'impression que le corps s'habitue. Le mécanisme exact, on ne le connaît pas bien, mais que le corps s'habitue, que le traitement est de moins en moins efficace et que les crises reviennent. Donc c'est pas si faux que ça, cette remarque. Et sur le reste, alors, parce qu'on s'aperçoit globalement, les chiffres, on va de 1 à... de gens qui souffrent d'épilepsie, on a entendu jusqu'à 50% de la population qui souffrirait d'épilepsie, si j'ai bien entendu les premières réponses. Et après, sur la pharmacorésistance, voilà, c'est pareil, les chiffres sont très variés, les gens ne savent pas en fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, vous, autour de la table, peut-être vous, Sabrina, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Pour que ça parle un petit peu plus, c'est à peu près 600 000 en France. Personnes, et pour la pharmacorésistance, 70% quand même des personnes qui prennent des médicaments peuvent avoir une vie normale avec les médicaments, si je puis dire. Donc plutôt une pharmacorésistance autour de 30%, si j'entends bien, c'est ça plutôt le chiffre. Alors moi j'ai été assez étonné quand même de cette évaluation par les passants sur le pourcentage, parce que moi j'aurais pensé qu'il y aurait une sous-estimation. C'est-à-dire que c'est une maladie en dehors des crises qui la plupart du temps ne se voit pas. Et donc quand ça se voit pas, les gens n'y prêtent pas attention, et moi je me serais attendu à oui, c'est une maladie très rare, c'est presque une maladie orpheline. Et en fait, ils sortent des 20, 30, 40%. Bon, après, je pense que c'est très spontané. Et il n'y a pas une réflexion par rapport à du 50%, c'est une personne sur deux, c'est quand même... Mais ce qui reste quand même une preuve qu'effectivement, les gens ne savent pas trop quand même. Parce que quand on annonce 50% de façon spontanée, c'est qu'on ne se fait pas tellement d'idées sur cette maladie. Ils ne se sont pas posé la question, en effet, véritablement. Tristan, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir? Moi j'aurais dit pareil, parce que comme je suis nul en maths, j'aurais certainement dit la moitié. Effectivement, si on prend sur le registre des mathématiques, je comprends. Non, c'est jamais évident, effectivement, mais je suis d'accord avec Dr Mickaël Ferrand, c'est que effectivement les gens savent que l'épilepsie est présente, il y en a autour d'eux. Mais effectivement, pour moi, la vraie question, c'est les épilepsies. On aurait pu leur demander plus précisément. Il y a tellement d'épilepsies. C'est ça, Et en plus, il y en a qui apparaissent très, très tard dans les âges avancés. Les seniors, c'est un vrai sujet aussi. Je ne sais pas si un jour vous l'aborderez, mais les seniors et l'épilepsie, c'est un nouveau sujet pour moi. Ça dit, je vois que Céline prend des notes. Tout à fait. Alors, il y a aussi une chose, vous disiez à l'instant, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand il y a quelqu'un qui dit « je connais quelqu'un qui souffre d'épilepsie », cette personne-là, par contre, elle minimise le chiffre. Elle dit « voilà, c'est 1%. » Donc, elle minimise, c'est-à-dire qu'elle donne le chiffre le plus bas de ce qu'on a pu entendre dans ce micro-trottoir. C'est presque surprenant, parce qu'on pourrait se dire, comme je connais des gens, je peux imaginer qu'il y a plein de gens qui en souffrent. Et non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est l'effet inverse. Quand on connaît un peu la maladie, on sait qu'il y a, finalement, les gens savent qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Enfin, c'est beaucoup, 600 000, attention. Mais que ça ne représente pas 50% de la population, quoi. Oui, mais après, ils minimisent, mais finalement, 1%, c'est beaucoup. Oui, ça reste énorme. Fréquente. 1% de la population, c'est très fréquent. Et même si on n'est pas dans du 40-50%, 1%, c'est dans les pathologies neurologiques, c'est une des pathologies les plus fréquentes avec l'AVC, l'Alzheimer. Donc c'est un chiffre qui est élevé. En effet. On a posé une deuxième question dans la rue, Céline, aux gens pour savoir un petit peu ce qu'ils connaissaient, je crois, de la guérison, c'est ça? Ouais. Peut-on guérir de l'épilepsie? Non, je pense pas. En tout cas, on peut être soulagé par les traitements, mais pas forcément en guérir. Soulagé des crises, notamment. Je pense pas trop. Peut-être avec les avancées technologiques qu'il y a, on trouvera peut-être des moyens de guérison, mais là, actuellement, je pense pas que c'est possible. Pour la guérison, je ne suis pas sûr. C'est un traitement à vie, c'est juste pour essayer de calmer les crises et tout. Sinon, pour moi, on peut pas guérir de l'épilepsie. Non, je pense que c'est ancré et puis il faudrait toujours un traitement à vie, quoi. Je pense que c'est des maladies très, on va dire, du cerveau, etc. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, est-ce qu'on peut guérir? Peut-être que oui, dans l'avenir, peut-être avec des nouvelles technologies, on va dire. Je pense que c'est plus profond que ça. Avant de penser au traitement pharmaceutique ou thérapeutique, je pense que le meilleur remède, c'est la parole. Je dirais le dialogue, très important le dialogue. Moi je pense pas, je pense que un traitement adapté permet à ce qu'il y ait moins de crises ou plus de crises, mais guérir complètement, non je pense pas. Je pense que ça ralentit, ça ralentirait, j'imagine, mais que ça ne stoppe pas la maladie, malheureusement. Non, mais je pense qu'on peut l'atténuer grandement.
les crises, la fréquence des crises. Exactement. Mais je pense que ça peut revenir à tout moment si on ne fait pas attention, qu'on ne prend pas un traitement. Il y a des facteurs déclenchants, on connaît. Non, je ne pense pas. Non, ça doit être tout le long de la vie. Parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont sous traitement et qui sont toujours suivies. Pas totalement, je pense. Non. Il y a des séquelles. Enfin, il y a quand même des séquelles, mais on ne peut pas guérir totalement. Moi, je pense qu'il y a encore des tremblements. Oui, parce que j'utilise pour moi la méthode Coué. Tout est dans la tête. Est-ce que tout est dans la tête? On entendait aussi quelqu'un qui nous disait on peut pas guérir, par contre la parole est très importante. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre à l'instant? Globalement, hein, si je résume, pour les gens, on ne guérit pas de l'épilepsie. Et en même temps, moi j'ai été assez surprise quand même des réponses qui amènent à faire le distinguo entre la crise et comment on va travailler à diminuer la fréquence, diminuer les crises, ça on l'entend, et la maladie, tout ce qui va autour. Enfin voilà, je donne la parole aux spécialistes, mais moi j'ai été frappée de ces propos-là qui sont revenus quand même assez souvent et de constater que oui, les gens ont quand même plutôt notion de ces deux aspects-là finalement, qu'on ne va pas guérir de la maladie, mais qu'on peut... Voilà. On a entendu beaucoup cette notion de traitement pour calmer les crises ou atténuer, effectivement. Docteur Ferrand, vous en pensez quoi? Alors, il y a un fond de vérité dans tout ça. Hein. La plupart du temps, parce que, comme on disait, il y a plusieurs types d'épilepsie, il y a beaucoup de types d'épilepsie. On dit même que chaque personne qui souffre d'épilepsie a sa propre épilepsie quelque part. Exactement. On peut essayer de regrouper des types d'épilepsie, mais chacun a finalement a ses particularités dans sa maladie. Et la prise en charge va être très différente selon l'épilepsie. Et certains patients ne pourront pas guérir, en effet, et n'auront pas accès... Parce que, finalement, hein, la finalité de la guérison, ce serait d'enlever une zone du cerveau qui provoque les crises. Et donc, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie, mais la chirurgie, tout le monde ne peut pas y accéder. Et c'est dans certains types d'épilepsie où on localise bien la zone, où on sait qu'on peut aller l'enlever sans risque majeur, qu'on va aller jusqu'à cette chirurgie qui permet de guérir. Mais, en effet, en dehors de cette chirurgie, eh bien, le traitement, ça reste des traitements qui permettent de contrôler les crises. Et ça, les patients l'ont bien compris. On essaye de contrôler les crises, de faire en sorte que les patients puissent vivre la vie la plus normale qui soit et de contrôler la maladie sans pouvoir l'enlever complètement, avec des traitements qui seront à garder à vie. Juste pour revenir quand même sur cette notion de la personne qui disait le plus important c'est la parole. Ça vous a pas fait réagir, vous? C'est une vraie question. Si, à la sortie de ce studio, je pense que je serai guéri. Non mais c'est vrai, ça m'a surpris, moi ça m'a un peu étonné, j'avoue. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi un amalgame entre une maladie neurologique et puis des troubles psychiques? C'était un peu la question que je me posais. Ça fait partie des préjugés. C'est pour ça que je voulais qu'on le remette un petit peu sur la table, effectivement. C'est comme le mot séquelles, hein. Moi ça me questionne, pourquoi séquelles? Il y a des séquelles. Séquelles de quoi? Mais moi clairement, parfois quand je me mets un peu énervé avec mon entourage, on me dit mais t'as pris tes médicaments? Ah machin, non, je vérifie. Ouais. C'est une bonne idée. Et puis lui, il est plein à craquer. Non, mais c'est vrai que c'est un peu violent et un peu fort comme mot, effectivement. Oui, et on l'a beaucoup retrouvé, le lien, comme dit Sabrina, et comme tu viens de le dire Thomas, entre pathologie neurologique, pas de problématique de santé mentale, voire troubles psychiatriques, ça revient, comme dit Sabrina, ça reste encore un préjugé qui est extrêmement présent dans la rue et dans l'état d'esprit des gens en général. On redéfinira tout à l'heure quand même ce que c'est qu'une épilepsie globalement, si on va essayer de la généraliser, parce qu'on a bien compris que chaque épileptique a son épilepsie et que voilà, il y a autant d'épileptiques que de malades, mais quand même d'essayer de redéfinir un peu ce que c'est l'épilepsie et justement peut-être de le comparer aux troubles psychiques pour bien comprendre que c'est pas la même chose. On le fera dans un instant. La dernière question qu'on est allé poser dans la rue, Céline, c'était: savez-vous comment on traite l'épilepsie? Je pense qu'il y a certainement des médicaments, peut-être des opérations avec, on va dire comme pour le cœur ou des choses comme ça, des petites électrodes qu'on pourrait mettre dans le cerveau. Et peut-être de l'hypnose ou des choses comme ça si on y croit à ce type de médecine. Je pense qu'il y a beaucoup l'environnement. Il faut que ça soit comme toutes les maladies auto-immunes. Il faut que l'environnement soit calme.
et qu'il n'y ait pas trop de tumulte autour de... Oui, voilà. alors c'est vrai que ça joue un rôle. Ouais, mais le traitement, ça fait pas tout, ça va juste arrêter les tremblements et les potentielles chances que ça recommence. Il y a aussi une opération, je sais plus comment c'est, mais c'est au niveau de l'arrière de la tête, enfin c'est dans le cerveau. Il y a une partie du cerveau, je crois. D'être bien avec soi-même, être bien entouré, manger sainement, faire du sport, je pense que tout ça, ça doit aider. Pas autant que les médicaments, c'est sûr, mais je pense qu'il y a d'autres chemins que les médicaments. Il faut surtout pas de stress. Pour moi, le facteur stress est hyper important. Et les traitements, médicamenteux, s'ils sont adaptés. Les injections, j'imagine. En 5e, moi j'avais une copine qui faisait des crises en plein cours, mais il me semble qu'elle avait une piqûre. D'autres façons, après ça dépend. C'est vrai que c'est pas des trucs qu'on pourrait prescrire à l'hôpital et tout, mais il y a la médecine traditionnelle par exemple. Il faudrait peut-être aussi essayer de ce côté-là. Dans mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire, du coup, j'avais un pote à moi qui avait cette maladie-là. Et du coup, lui, il suivait les 2 traitements, c'est-à-dire traitement traditionnel à base de plantes, infusion et tout. Et il suivait aussi le traitement de l'hôpital qui avait été prescrit. Et je pense qu'il s'en sortait pas mal. Peut-être des traitements, mais aussi peut-être un suivi psychologique, parce que souvent c'est dû à des traumatismes, ce genre d'événements. Médicamenteuse, chirurgicale. Je pense que ce serait plus des opérations, vu que ça touche au cerveau. Donc je pense que les médicaments, c'est vraiment des aides primaires par rapport à des opérations qu'on pourrait avoir. Mais je pense que comme pour les yeux, ça doit être très cher. Donc tout le monde ne peut pas avoir le luxe de s'en payer. J'en sais pas plus, je suis pas dans le domaine médical, donc les médicaments et puis l'épilepsie, c'est... Moi, on m'a toujours dit quand quelqu'un a été épileptique, il faut le laisser faire, il faut le juste dégager autour de lui pour pas qu'il se fasse mal et pour pas qu'il avale sa langue, voilà ce que j'ai appris, donc c'est le b.a.-ba. Effectivement, le dernier conseil est pas si mauvais que ça, juste ne pas mettre le doigt dans la bouche. Il faut, voilà, c'est quand même très important de le rappeler aussi. On a entendu beaucoup de choses, traitement médicamenteux, chirurgie, mais aussi, et on y reviendra, c'est pour ça qu'on va vraiment y revenir, le suivi psychologique. Il y a quand même effectivement cette notion qui revient, qui peut peut-être aider, mais qui ne va pas être... Enfin, c'est pas la source de la maladie, la psychologie, encore une fois, docteur. Oui, en effet, c'est bien de parler de l'aspect psychologique, mais c'est ce qu'on appelle les comorbidités, c'est ce qui peut associer à la maladie, mais c'est pas la cause de la maladie. Voilà. La maladie, c'est une maladie neurologique, et c'est pas à la suite d'un traumatisme psychologique qu'on va devenir épileptique. Il y a un substrat neurologique qui vient déclencher cette maladie. Et en effet, on peut avoir associé des troubles au niveau psychologique, une anxiété. Et on sait que si on est anxieux, stressé, eh bien c'est sûr que c'est pas favorable par rapport à l'épilepsie, ça peut favoriser les crises. Mais en tout cas, il faut retenir que ce n'est pas la cause de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique, c'est pas une maladie psychiatrique, d'accord ? Et puis c'est peut-être aussi une certaine forme de charge mentale qu'on peut avoir quand on porte une maladie comme celle-là qui fait qu'on peut avoir le besoin d'un soutien psychologique. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va guérir, on est bien d'accord. On a entendu parler des médecines traditionnelles, on a aussi entendu parler du fait que les médicaments, si on peut éviter les médicaments. Il y a des gens aussi qui ont cette idée-là, que la chimie, c'est pas bon, donc il vaut mieux éviter. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Est-ce que si on vous dit j'ai un médicament qui va marcher, est-ce qu'on va aller contre ? Vous l'avez entendu aussi, je pense, dans ce micro-trottoir, non ? Pas de réaction. Moi, mon docteur m'a jamais conseillé les plantes. Voilà. Donc, j'ai raisonné médicaments, mais c'est vrai que... Une petite tisane le soir, non ? Non, mais c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai été sur Internet, j'ai tapé Doctissimo, et je me suis dit, waouh, les effets indésirables, mon Dieu, qu'est-ce que je gagne finalement à prendre ce médicament ? Il y a aussi un calcul coût et avantage. Mais après, il faut accepter aussi, si on veut contrôler la maladie, comme disait Mickaël tout à l'heure, parce que pour moi, c'est plutôt prendre le contrôle. Il faut accepter certaines choses. Et c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, c'est les effets indésirables d'un médicament et des fois cette envie de le fuir à tout prix alors que pourtant ça peut avoir des effets bénéfiques. Sabrina, il y a des choses que vous avez entendues dans le micro-trottoir sur lesquelles vous vouliez réagir peut-être ? La personne qui a un ami qui prend la méthode médicamenteuse et traditionnelle. Et traditionnelle avec des plantes, je le conseille d'arrêter peut-être la deuxième partie. La première passera très bien, je pense. Parce qu'à l'inverse, tout ce qui est caféine, théine,
ça peut justement exciter. Donc moi, je prends pas de thé. En effet, il faut faire attention aux plantes parce que toute plante n'est pas bonne par rapport à l'épilepsie. Donc, moi, je suis plutôt d'avis à tout ce qui ne peut pas être néfaste, l'autoriser. En soi, s'il y a une croyance dans une médecine parallèle ou quoi que ce soit, du moment que ça ne va pas empêcher de faire la thérapeutique médicamenteuse, que le suivi va être fait au niveau hospitalier et médical, et que ce qui est proposé en parallèle ne va pas interférer avec la prise en charge médicamenteuse, moi, ça ne me pose pas de souci. Et dans le souci du bien-être du patient aussi, parce que si ça lui fait du bien et qu'il y croit, eh ben, ça peut aussi faire du bien au quotidien. Mais même au moral, ça ne doit pas remplacer, et ce n'est pas ça la base du traitement, en quelque sorte. Bon, on va en parler dans un instant. Dans un instant, on va redéfinir quand même ce que sont les épilepsies et puis voir ensemble un petit peu tout ce qui existe en termes de traitement. Et je pense qu'on pourra même aller jusqu'à parler de la chirurgie parce qu'on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir. Et effectivement, c'est quelque chose qui existe. Mais avant, je vous propose qu'on écoute un titre. C'est celui d'Aldebert, Carpe Diem. Ça, c'est vous, Tristan, qui avez choisi ce titre. Exact. Et pourquoi ? Parce que c'est un auteur, compositeur, chanteur que j'apprécie, que j'ai découvert avant qu'il fasse des albums jeunesse. Et il a une jolie écriture, chanteur à texte. Moi, je conseille d'écouter ses albums adultes il y a quelques années maintenant. Eh ben, on l'écoute maintenant sur RCN. RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et ce matin, nous parlons des traitements, en fait, et de la pharmacorésistance pour les épilepsies. Mais ce que je vous propose, on a le plaisir d'avoir à nos côtés alors 2 témoins. Et vous, docteur Michael Ferrand, je rappelle que vous êtes neurologue au CHRU de Nancy. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà recommencer par redéfinir ce que sont les épilepsies ? Alors, tout simplement, l'épilepsie, c'est quoi ? C'est une maladie électrique, on va dire ça comme ça. C'est une dysfonction électrique au niveau du cerveau, parce que comme le cœur, il y a des informations électriques qui passent au niveau du cerveau, et il y a un moment, il va y avoir un bug, soit à un endroit précis du cerveau, soit de manière générale à tout le cerveau. C'est ce qu'on fait la différence entre ce qu'on appelle les épilepsies dites focales, qui démarrent à un endroit précis du cerveau, et les épilepsies dites généralisées, qui sont d'emblée diffuses dans le cerveau. Et en tout cas, il y a un bug au niveau électrique qui se passe. Et ce bug va être régulier avec des petites étincelles de temps en temps au niveau cérébral. Et à certains moments, l'étincelle peut créer un feu. Et au niveau électrique, ça crée une décharge électrique, comme ça qu'on parle au niveau du langage médical. Cette décharge électrique, c'est la crise, finalement, avec les manifestations cliniques qui peuvent être diverses et variées en fonction de la zone impliquée, et de toutes les caractéristiques de l'épilepsie et du patient. Alors, c'est ce que beaucoup imaginent, l'épilepsie, la crise, c'est que les gens qui se mettent à trembler, etc., on entend beaucoup ça, mais c'est pas que ça, on est bien d'accord sur les épilepsies. La crise, elle peut être très variée, très diverse selon les personnes. Et exactement, tout le monde connaît la crise dite généralisée tonico-clonique. C'est celle qui va justement engager une grande partie du cerveau d'emblée, et il va y avoir perte de connaissance, chute, avec une raideur, puis des convulsions, ce que nous on appelle les clonies, des 4 membres, puis un retour lent à la conscience, une récupération très lente, une confusion. Et donc ça, c'est ce qui était appelé l'épilepsie grand mal avant, avec les grosses crises. Mais en fait, il y a tout plein de crises différentes. Et que ce soit dans les crises dites généralisées ou dans les crises dites focales, il va y avoir un panel incroyable de crises qui va être à peu près autant de crises différentes que de patients. Même s'il y a des similarités entre certains patients, vu que ça a pour origine des endroits bien différents du cerveau selon les patients et que ça s'organise et ça se propage dans le cerveau d'une manière différente, eh bien on va avoir des symptômes qui vont être propres à chaque patient. Et on différencie bien l'épilepsie, qui est une maladie neurologique, des troubles psychiques. Exactement. C'est une pathologie neurologique. Comme je vous ai dit, c'est une dysfonction au niveau électrique. Et ça n'a pas de rapport avec des pathologies psychiatriques. Et c'est vraiment une information importante, même si de plus en plus les gens ont conscience que l'épilepsie est bel et bien une maladie neurologique.
Je pense que c'est toujours important de faire un petit rappel et de bien séparer les maladies psychiatriques des maladies neurologiques. Et pour le cas, là, l'épilepsie est bel et bien une maladie neurologique. Alors, on entend et on comprend assez clairement que les épilepsies, ce sont finalement des arcs électriques, enfin en tout cas un signal électrique qui se provoque dans le cerveau. Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on met en place pour justement permettre de lutter contre ces crises ou même contre cette maladie? Il y a des traitements qui existent aujourd'hui? Alors oui, et il y a des traitements qui existent depuis bien longtemps, mais heureusement, on a la chance que ça évolue régulièrement, qu'on ait des nouvelles thérapeutiques à proposer. Et donc juste pour revenir un peu à l'épilepsie, globalement, les chiffres sont de 600 000 personnes, 1% de la population, donc ce qui est quand même fréquent. Et ensuite, on va envisager des traitements, d'abord médicamenteux. Et heureusement, il y a une bonne partie des patients épileptiques qui vont bien répondre au traitement. Et c'est à peu près 70% des patients qui vont bien répondre au traitement et qui n'auront plus de crise sous traitement. Et d'un autre côté, malheureusement, il y a quand même 30% des patients qui vont être résistants au traitement. Pour parler de la résistance, à quel moment on parle de résistance ? C'est une histoire de statistiques et de publications. C'est après utilisation de 2 traitements médicamenteux, alors bien utilisés, c'est-à-dire adaptés au type d'épilepsie, à des doses suffisantes. Et si, après 2 traitements médicamenteux, on n'a pas une réponse complète, c'est-à-dire un arrêt complet des crises, on parle de pharmacorésistance, parce qu'on sait que statistiquement, le pourcentage de chances de devenir pharmacorésistant avec un 3e, 4e, 5e, 6e traitement médicamenteux est maigre. Et donc, on peut se dire qu'il va falloir réfléchir à autre chose. Et donc, voilà. Et il existe justement d'autres solutions. Juste avant de parler des autres solutions qui peuvent exister, mais les traitements, ils permettent de guérir. Parce qu'il y avait un peu ce qu'on entendait dans les réactions des gens dans la rue. Est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'en fait on ne fait qu'atténuer entre guillemets les symptômes, en tout cas ce qui est le plus dérangeant dans l'épilepsie, c'est-à-dire les crises? Et donc oui, les médicaments sont là pour contrôler les crises, pour stabiliser, on dit stabiliser, équilibrer l'épilepsie, mais ne sont pas là pour guérir. En effet, moi souvent je le dis à mes patients, c'est vous avez des étincelles au niveau d'une partie de votre cerveau. Si ça prend feu, ça crée la crise, et les traitements sont là pour mettre de l'eau pour éviter que ça prenne feu. Mais l'étincelle est toujours là. Et en fait, la cause au niveau du cerveau, elle va rester présente, et les médicaments ne sont pas là pour l'enlever. Ils sont là juste pour contrôler les choses et éviter l'embrasement général, qu'il y ait une crise qui survienne. Et alors, sur les alternatives, pour les personnes qui sont pharmacorésistantes, on l'a bien noté, c'est pas la majorité, mais c'est quand même beaucoup de gens qui sont donc résistants au traitement médicamenteux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre d'avoir une vie plus facile avec sa maladie? Et donc, en effet, une fois qu'on a essayé plusieurs traitements et qu'on se retrouve dans la situation où on parle de pharmacorésistance, il va falloir réfléchir à d'autres choses pour essayer d'améliorer la situation. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le patient, l'épilepsie, peuvent être traités par chirurgie? Et ça, c'est la première question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que la chirurgie est l'unique traitement qui permet de guérir. C'est-à-dire, l'idée est de retirer... La cause? De retirer la cause, en effet. La zone du cerveau qui déclenche les étincelles et les crises. Et tant que les médicaments fonctionnent, on ne pense pas à la chirurgie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, chirurgie, il y a tous les risques associés à l'intervention, à l'anesthésie. On vient faire une chirurgie au niveau cérébral tout de même. Donc, si des médicaments bien tolérés, sans effets secondaires, permettent de contrôler parfaitement l'épilepsie et d'avoir une vie la plus normale possible, on ne va pas aller se poser cette question de chirurgie. Donc, c'est une fois que les traitements, malheureusement, ne fonctionnent pas qu'on va réfléchir à la chirurgie, d'une part, et après, on va faire des examens pour voir si le patient est éligible pour accéder, si possible, à la chirurgie, et ce n'est pas tous les patients. Sinon, il y a d'autres alternatives, notamment le stimulateur du nerf vague, qui est un traitement aussi par chirurgie, mais sans ouverture de la boîte crânienne, où on vient cibler un nerf, le nerf vague, qui communique avec le cerveau, et on vient envoyer, comme un pacemaker pour le cœur, on va envoyer des impulsions régulières
au cerveau pour faire une régularisation de l'activité électrique, pour faire simple. Donc, on a d'autres possibilités, et heureusement, une fois qu'on arrive dans la pharmacorésistance, on n'est pas non plus complètement démunis, et on a d'autres propositions à faire. Oui, ça laisse quand même de l'espoir aux personnes qui sont pharmacorésistantes de dire que, possiblement, il y a d'autres choses qu'on peut y envisager, en fait. Oui, et donc, en effet, c'est une pathologie. Alors, moi, je considère que dans la neurologie, on est un des secteurs qui a le plus de chance, c'est-à-dire que on a quand même beaucoup de propositions thérapeutiques à réaliser, contrairement à d'autres pathologies, notamment les maladies dégénératives, Alzheimer, où c'est encore un peu au ralenti, malgré la recherche. Donc nous, on a cette chance de pouvoir proposer un panel de traitements intéressant, même si ça ne marche pas toujours, mais on a beaucoup de traitements médicamenteux, on a cette possibilité de chirurgie, le stimulateur du nerf vague. Il y a même aussi parfois, on ne va pas en discuter plus, mais des régimes particuliers pour certains types d'épilepsie qui peuvent améliorer la situation des patients, et notamment ce qu'on appelle le régime cétogène. Mais voilà, on a quand même un panel de thérapeutiques intéressant. Peut-être je vais juste dire un mot quand même pour comprendre ce qu'est le régime cétogène, parce que je vous entends en parler, c'est la première fois que j'en entends parler. Peut-être nous dire un mot sur cette... Alors, c'est un régime très contraignant. Ouais. On va commencer par ça. Ouais. À base de gras, tout simplement. Et le régime a son intérêt le plus important dans un type de pathologie neurologique, un type d'épilepsie, qui a un problème au niveau du transport du sucre dans le cerveau. Pour faire simple, le cerveau fonctionne au sucre, c'est le carburant des neurones, et quand il y a un problème de transport du carburant, le cerveau il va mal, et il dit son mal-être en faisant des crises. D'accord. C'est une pathologie bien particulière, et en effet, si on ne peut pas emmener d'énergie au cerveau, ça ne va pas bien se passer. Donc il faut trouver un autre moyen d'amener de l'énergie. Si ce n'est pas par le sucre, on peut amener de l'énergie par le gras, et on fait une voie alternative qui permet de passer en forçant un petit peu et en donnant beaucoup de gras dans l'alimentation, de passer cette barrière entre le sang et le cerveau et d'amener de l'énergie au cerveau pour pouvoir compenser ce manque de sucre. Donc à la base, ça a été fait pour une pathologie bien particulière qu'on appelle le syndrome de Vivo. Mais on s'est rendu compte que dans d'autres épilepsies pharmacorésistantes, ça peut avoir son intérêt. Mais encore une fois, très compliqué à mettre en place. Il faut être très rigoureux dans les apports en graisse, et c'est pas très apprécié par les patients. Parce que finalement, on se dit, le gras, on aime ça, mais oui, sauf quand c'est forcé. Avec modération. Ouais, c'est ça, voilà. Puisque vous parlez des patients, justement, on a la chance d'avoir avec nous Tristan et Sabrina, qui tous deux, vous souffrez donc d'une épilepsie, et tous deux, vous avez essayé des traitements, si je dis pas de bêtises. Sabrina, vous racontez-nous un peu ce qui... Voilà, quand on vous a proposé un traitement, j'aimerais bien savoir comment on le vit. Est-ce que déjà ça crée un espoir un peu fou de se dire ça va m'aider à mieux vivre, et puis voilà, puis un jour on découvre que le traitement en fait ça va pas marcher. Racontez-nous un peu tout ça, Sabrina. Oui, j'ai essayé, pardon pour la voix. Je vous en prie. J'ai essayé il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé mon épilepsie. On a essayé les traitements les plus connus, le Keppra, Tegretol, et ma neurologue, elle aime bien parler de cuisine aussi. Elle aime bien, on rajoute un traitement, un Keppra qui marcherait peut-être pas tout seul, mais si on en rajoute un deuxième, voire un troisième, ça peut avoir un peu plus d'impact, un peu plus d'effet. Et après, il y a aussi l'effet sevrage. Enfin, c'est compliqué de passer de 2, 3, 4. J'ai essayé une bonne dizaine de médicaments. Simultanément, du coup, ces médicaments, vous les preniez ensemble ? J'en prends 3, oui. 3. Je suis en trithérapie. Et en plus du stimulateur. Donc je suis, comme le disait le docteur Ferrand, je suis inopérable. Ce serait trop dangereux pour moi. Donc du coup, on m'a posé le stimulateur. Du nerf vague, donc, c'est ça. Qui fait modifier ma voix, comme vous avez pu entendre. Mais j'ai toujours les médicaments. Et ces médicaments, donc aujourd'hui, ils vous apportent quand même un bénéfice ? Oui, bien sûr, parce que je faisais des crises, ce qu'on appelle partielles, secondairement généralisées. Donc, elle commence toujours par des petits effets et après, je partais en généralisé.
Et grâce aux médicaments, je ne perds plus connaissance. Donc c'est toujours un gros plus. Ça, vous avez les petits effets, mais plus... En gros, si j'essaie de reprendre un peu ce que disait le docteur Ferrand, il n'y a plus ce gros incendie, c'est ça? Voilà. C'est tout à fait ça. Je suis content que le message soit bien passé comme ça. En effet, vu que c'est une décharge électrique et une propagation dans le cerveau, ça peut se propager plus ou moins loin. Et même si le traitement parfois ne peut pas avoir l'effet escompté qui est d'arrêter complètement la crise et que ça parte plus du tout, des fois, on a quand même cet avantage que ça contrôle un peu la crise, elle démarre. On a les premiers signes de la crise qui sont très locaux et au niveau du cerveau, ça va donner les signes en fonction de la région impliquée, mais ça va plus se propager au reste du cerveau et on va pas avoir ce qu'on appelle la généralisation secondaire, c'est-à-dire la perte de connaissance, les convulsions. Et donc, on a un contrôle partiel de la crise, finalement. Mais alors, tout à l'heure, vous nous parliez justement de la stimulation du nerf vague comme une alternative aux médicaments. Mais là, si j'entends ce que nous dit Sabrina, elle a quand même le traitement et la stimulation du nerf vague. Et oui. Et donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Le seul traitement qui permet de guérir, c'est la chirurgie. La chirurgie, oui. La chirurgie où on vient retirer la zone qui pose problème. Et toutes les autres thérapeutiques vont être là pour contrôler au mieux. Et le stimulateur du nerf vague est proposé lorsque la chirurgie n'est pas envisageable, parce que trop risqué, parce qu'il y a plusieurs zones au niveau du cerveau, parce qu'on est dans une zone qui implique le langage ou d'autres fonctions indispensables qu'il ne faut pas toucher. Et donc, on va proposer une thérapeutique qui permette de mieux contrôler, mais malheureusement qui n'est pas suffisante pour arrêter complètement les crises. Et donc, c'est là aussi où il faut réfléchir différemment. Quand on est neurologue, au début, le but, c'est d'arrêter les crises. Au bout d'un moment, quand il y a une pharmacorésistance, et d'autant plus si la chirurgie n'est pas possible, on va changer d'objectif. Et on va se dire, bon, maintenant, le but, c'est quoi? C'est d'avoir la meilleure qualité de vie, d'avoir des crises qui sont en effet mieux contrôlées et moins handicapantes, donc qui ne provoquent pas de chute, qui provoque pas de signes qui peuvent être gênants au quotidien. Et donc, on est obligé de changer d'objectif parce qu'on a compris que finalement, l'arrêt complet des crises, c'est plus possible, malheureusement. Sabrina, comment vous le vivez aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous avec ce traitement stimulateur nerf vague et trithérapie? Disons que les médicaments, je m'y suis adaptée maintenant. Et pour le stimulateur qui a été installé l'été dernier... Assez récent. Oui. Au début, c'est un peu compliqué, la gestion d'envoi des coups de jus. Je ne ressens pas non plus le super coup de jus, mais c'est très léger. Mais le changement de voix, l'essoufflement, il y a des effets secondaires aussi de ce stimulateur. Mais aujourd'hui, j'en suis très contente. Oui, alors voilà, vous anticipez ma question. Entre les effets, on va dire, indésirables et ce que ça vous apporte en bénéfice, c'est toujours ce rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, vous estimez que c'est quand même plutôt un bénéfice? Oui, parce que dès que je sens une crise qui va être un peu plus intense, ce que j'appelle des auras, mais c'est déjà, ma neuro m'a dit non, un aura, c'est déjà une crise de base. Donc on a les premiers symptômes. Moi, c'est au niveau de la jambe, je sens des petits fourmillements. J'envoie un coup de jus dans le stimulateur avec ce boîtier, avec un aimant. D'accord. Et ça envoie un coup d'électricité donc au cerveau. Et ça ralentit, on va dire, aujourd'hui, 9 crises sur 10 sont arrêtées. C'est mon ressenti. Après, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le patient, quand même, c'est lui qui décide, enfin, qui utilise son système de stimulateur nerf vague. C'est pas quelque chose d'automatique aujourd'hui. Alors, c'est les deux. Alors voilà, expliquez-nous. Vas-y. Oui, en fait, je reçois naturellement, c'est pour ça ma voix vient de changer. Tous les 5 minutes, normalement, on reçoit déjà un coup, D'accord. Un coup de jus, mais qui dure que 30 secondes. Ok. Voilà, donc ça le fait tous les 5 minutes. Et ça, c'est pour justement limiter l'arrivée d'une crise. Voilà, si en fait, c'est un mécanisme bien compliqué, et même il y a plusieurs mécanismes qui fonctionnent avec le stimulateur du nerf vague, mais pour faire simple, voilà, c'est envoyer des stimulations régulières via le nerf vague qui vont aller jusqu'au cerveau et qui vont redonner
un certain équilibre au niveau du cerveau et éviter certaines des crises. Donc ça n'évite pas toutes les crises. L'efficacité, vu qu'on aime les statistiques, c'est quand on propose le stimulateur du nerf vague, le but c'est pour 50% des patients diminuer de 50% la fréquence et l'intensité des crises. Donc c'est pas miraculeux, mais lorsqu'on est dans des situations où l'épilepsie est sévère, elle est résistante, eh bien tout ce qui peut apporter un mieux et même 50% de réussite, c'est déjà important. Et donc il y a deux fonctionnements. Il y a le fonctionnement de base avec cette stimulation régulière qui va donner une petite information régulièrement au cerveau pour dire calmos. Et en plus, on peut avoir des stimulations surajoutées. De deux manières maintenant, soit avec l'aimant. Donc, en effet, si on sent une crise démarrer, plus tôt on passe l'aimant, mieux c'est. Donc on passe l'aimant sur le petit boîtier comme un boîtier de pacemaker. On passe l'aimant et ça déclenche une stimulation directement et plus intense, plus prolongée, dont le but est de faire avorter la crise. Directement la faire couper et faire en sorte qu'on ait juste les premiers symptômes et que ça ne devienne pas une plus grosse crise. Et il y a un dernier mode qui est apparu un peu plus récemment, parce qu'ils ont évolué avec le temps. Oui. Et le dernier mode, c'est calé sur la fréquence cardiaque. On a remarqué dans beaucoup de crises, le début de la crise va être accompagné d'une augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc, ce stimulateur peut repérer les changements de fréquence cardiaque. Et lorsqu'il y a une augmentation trop brutale de la fréquence cardiaque, il y a une stimulation qui réapparaît en plus. Donc Sabrina, en tout cas, ce qui est important de retenir de votre message, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, pour vous, c'est un vrai apport, ce traitement. Oui. J'en suis contente. Et ça vous permet de retrouver une vie meilleure. Et puis ça me permet de me rassurer, de me dire j'ai un second plan, quoi. Il n'y a pas que les médicaments aujourd'hui, il y a une étape en plus, quoi. Bien sûr, l'étape finale, ce serait la chirurgie. Et on en parlera dans un instant avec Tristan. Mais pour l'instant, en tout cas, vous avez quand même cette étape-là qui vous simplifie quand même globalement les choses. Juste, et avant d'écouter le titre que vous avez choisi, dire que j'imagine qu'il faut bien connaître sa maladie pour pouvoir l'utiliser à bon escient. En tout cas, quand on va passer l'aimant, c'est ça, il faut savoir bien repérer quand une crise va arriver. Oui, il faut bien connaître son corps et son épilepsie, oui. Et donc savoir s'écouter. Oui. Merci à vous. Sabrina, vous avez choisi un titre. Alors, vous avez deux propositions. À l'unanimité, globalement, des personnes présentes dans ce studio, on va écouter Queen. Dites-nous un mot sur ce choix, sur cette musique. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Eh bien, quand j'ai 2-3 jours sans crise, je me dis, allez, on continue. Don't stop me now. Ça continue. Ça va pas s'arrêter. Je vais continuer à pas faire de crise. Bon. Ça marche pas tout le temps. Mais ça fait du bien au moral quand même. On va écouter Queen tout de suite avec Don't Stop Me Now sur RCN. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Toujours en direct dans l'émission qui traite des épilepsies. Et ce matin, on parle pharmacorésistance. Mais en fait, finalement, on parle surtout de tout ce qui existe en plus, qui permet malgré tout de voir un petit peu de lumière quand même au bout du tunnel quand on souffre d'une épilepsie. On a parlé il y a quelques instants de la stimulation du nerf vague et de la trithérapie qui permet notamment à Sabrina finalement d'éviter un maximum des crises d'épilepsie. En tout cas, d'en réduire les conséquences, si j'ai bien compris. Et il y a, on l'a vu, une autre alternative, qui est l'alternative, j'allais dire presque ultime, qui permet la guérison, c'est la chirurgie. Et nous avons le plaisir d'avoir Tristan ici, Tristan Kreng. Vous, je crois que c'est ce qui vous est arrivé, vous avez été opéré. Oui, exactement. Mais avant ça, est-ce que vous avez eu des traitements ? Comment ça s'est passé ? Comment on est arrivé à se dire, maintenant on va faire de la chirurgie, et puis aujourd'hui, est-ce que vous êtes guéri ? C'est un peu plein de questions qu'on a envie de vous poser. Oui, alors, le tout départ, c'est le parcours classique. Je fais différents malaises. Je reprends le mot de Sabrina. J'ai eu beaucoup de aura qui pendant des années ont grandi, et qui faisaient que les médecins généralistes me disaient souvent c'est du stress, tu es quelqu'un d'assez stressé de nature, donc c'est forcément de la fatigue, magnésium, voilà, repose-toi. Et après, là, je fais à dessein très vite. La première grande crise, je la fais ici sur Nancy. Et du coup, je me retrouve dans un parcours hospitalier. Et après, on me diagnostique au bout de quelques semaines, effectivement, épileptique.
Donc après, parcours de soins, pendant 10 ans, des solutions médicamenteuses pour contrôler la maladie. Alors ça fait seulement 1 an que je réalise que j'étais pharmacorésistant, parce que mon docteur n'employait pas ce genre de mots, peut-être pour pas trop m'embêter. Mais effectivement, j'ai eu, comme le dit Mickaël, différents traitements, différentes approches, des changements de posologie, matin, soir, et puis on augmente, et puis on se rend compte que ça suffit pas. Et puis après, 10 ans avant, parce que ça a duré 10 ans, mais à l'époque, quand même, oui. En fait, il faut toujours raisonner. Moi, j'essaie aussi de rassurer les patients qui pourraient nous écouter, mais il y a toujours un calcul entre le coût et l'avantage, justement à se dire, est-ce que je prends le risque de me faire opérer, ou est-ce que je peux vivre avec cette maladie ? À l'époque, mon docteur était plutôt du côté de dire, on vit avec cette maladie, et donc en fait, on a fait en sorte de vivre avec. C'est compliqué, on perd quand même le cerveau, c'est quand même quelque chose qui peut être effectivement très angoissant, docteur. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas une décision prise à la légère. Il y a tout un parcours. Une fois qu'on pose le diagnostic de pharmacorésistance et qu'on commence à réfléchir à la chirurgie, il y a tout plein d'examens qui vont être réalisés, tout un parcours patient. On ne va aller à la chirurgie que si les bénéfices attendus sont bien supérieurs aux risques encourus. Et même si, de toute manière, c'est une chirurgie à risque, on opère le cerveau, il y a les risques d'anesthésie aussi. Comme pour toute intervention. Toute intervention, donc c'est clairement pas anodin, et il faut peser le pour et le contre, et il faut qu'on soit sûr de nous, et qu'on ait localisé parfaitement la zone qui déclenche les crises, qu'on soit absolument certain des contours de la zone à opérer. Donc on travaille avec une chirurgienne qui ensuite réalise la chirurgie. C'est tout un parcours de la neurologie jusqu'à la chirurgie, et il faut être sûr que bien sûr on ne provoque pas de séquelles importantes. On a parlé du mot séquelles tout à l'heure, mais le but c'est aussi bien sûr de traiter les crises, mais de pas donner un problème de parole, de motricité, etc. Donc Tristan, vous à un moment donné, on vous a dit pendant longtemps, c'est peut-être mieux de vivre avec l'épilepsie. Et puis, un jour, vous basculez vers la chirurgie quand même. Oui, alors il faut juste que j'explique par rapport au début de mon épilepsie, c'est que moi j'ai eu la chance de savoir très très vite pourquoi j'étais épileptique. C'est parce que, pour dire les choses simplement, j'avais un cavernome au cerveau, donc une petite boule de sang, qui elle-même occasionnait par elle-même et autour d'elle-même des décharges. Des décharges électriques, c'est bien ça, Mickaël ? C'est très bien expliqué. Super, j'ai bien pris ma leçon. Et donc, ça a évolué, ce petit truc-là, et qui fait qu'au bout de 10 ans, le docteur me disait, contrairement à ce que j'ai dit il y a 10 ans, et sachant que la médecine, et ça c'était aussi un point intéressant à redire, la médecine évolue constamment. Donc les progrès des chirurgiens, la compétence des uns, la compétence technique, faisaient qu'aujourd'hui, il fallait peut-être se poser cette question. Du coup, avant d'aller dans la partie chirurgicale, il a quand même dû effectivement explorer la zone. Et donc ça, c'est la première grande étape de l'intervention, c'est ce qu'on appelle la SEEG, ce que définit Mickaël par... Alors, la stéréoélectroencéphalographie, c'est-à-dire implanter des électrodes en intracérébral pour justement définir précisément cette zone à opérer. En fait, c'était une cartographie GPS. C'est pour repérer pile poil l'endroit où ça se passe. Voilà, c'est à la fois repérer l'endroit, mais aussi la façon dont il interagit avec son environnement, parce que c'est localisé, mais ça agit autour. Donc l'exploration, ça permettait effectivement de dire, si on enlève ça, qu'est-ce qui peut se passer autour ? Qu'est-ce qu'on va laisser ? Qu'est-ce qu'on doit enlever ? Donc voilà, c'était un petit peu le principe de la SEEG. Et donc cette SEEG a été réalisée ? Oui, ça a duré une semaine quand même. Je crois que c'est assez fatigant et difficile, non ? Non, parce qu'on est entouré. Vous êtes entouré. Donc moi, je n'ai pas vécu comme étant, pour moi, très fatigant. Oui, des fois, on en a marre. Mais en même temps, c'est porteur d'espoir quand même. Il y a ça, et puis on se sent comme un petit rat de laboratoire, avec des gens qui prennent soin de nous, mais qui nous demandent de faire des choses, et de contrôler des choses, de dire des choses. Privation de sommeil, privation du traitement médicamenteux. Vous savez ce que c'est, il faut faire des efforts aussi, accélérer le battement cardiaque pour essayer de déclencher des crises, ce qui leur permet, en fait là, des fois on évite ces crises et là on doit faire des crises, donc c'est un peu drôle, mais voilà. Et puis j'ai eu des droits à des décharges aussi électriques, c'est bien ça. C'est exactement ça, en fait ça va un peu à l'encontre du but du traitement qu'on donne, c'est que dans ce milieu très contrôlé, avec beaucoup de surveillance, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de crises. On veut enregistrer des crises
Pourquoi ? Parce que c'est uniquement les crises qui nous donnent l'information du point de départ. Ouais. Il faut regarder ces crises électriquement, avec les électrodes directement dans la tête, et visuellement, on a la caméra qui nous permet, selon les signes cliniques, de nous dire, ah bah oui, si on a ce signe clinique-là, c'est peut-être plus localisé par là au niveau cérébral. Et avec toutes ces informations, ça nous permet de retourner sur le point de départ de la crise, de localiser précisément la zone qui déclenche les crises, et de pouvoir délimiter une zone à opérer, qui est discuté ensuite avec la chirurgienne. Il nous reste moins de 2 minutes. Tristan, j'ai envie de vous poser cette question parce que le temps passe tellement vite, mais ça y est, vous avez été opéré, ça fait combien de temps déjà et comment vous vivez aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours un traitement médicamenteux, parce que j'ai un docteur qui est assez prudent et qui préfère aussi, toujours pareil, même raisonnement, coût-avantage. C'est qu'on arrête le traitement, ça va, et puis au bout d'un certain temps, il peut y avoir une crise, et on retombe dans une bascule et un système, peut-être finalement pire que ce qu'on avait voulu éviter. Donc aujourd'hui, j'ai un traitement, j'ai moins de parcours soins, c'est-à-dire avant, j'allais régulièrement à l'hôpital. Là, j'ai 2 entretiens par an, enfin un rendez-vous physique et un rendez-vous téléphone, et mon traitement de fond qui est stabilisé. Et donc, j'estime que je ne suis plus pharmacorésistant, parce qu'effectivement, c'est la note d'espoir. J'ai eu la chance d'être dans un parcours et d'aller au bout de ce parcours et d'avoir une bonne nouvelle. Et du coup, docteur, on dit que Tristan est guéri ? Alors ça c'est une très bonne question parce que la guérison totale ça voudrait dire un arrêt complètement des traitements. Mais en effet c'est très patient dépendant et on discute avec le patient, on regarde par rapport au parcours, par rapport à la chirurgie qui a été réalisée. Des fois on se dit bon bah là on est tout à fait rassuré, on va diminuer petit à petit les traitements jusqu'à l'arrêt complet et on est débarrassé. Parfois, on se dit, il y a des petites choses qui me font un peu craindre, si on arrête complètement, que ça puisse repartir sur un petit résidu, dans des cas très complexes où la chirurgie n'a pas été si simple que ça pour avoir un retrait complet de la zone qui provoque les crises. Et donc des fois, on se dit, si le traitement, on va le baisser, mais si le traitement est bien toléré, sans effet secondaire, on va garder ce garde-fou, cette chose qui va nous rassurer, un fond de traitement, pour éviter que les crises reviennent, parce que le but quand même c'est d'avoir une qualité de vie optimale et donc ne pas avoir de crise et ne pas avoir d'effets secondaires des traitements. En tout cas, ce qu'on retient ce matin, c'est qu'il y a des traitements qui existent, qu'on peut être pharmacorésistant, mais qu'il y a encore plein de solutions qui existent et que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir la vie la meilleure possible avec son épilepsie. C'est comme ça qu'on peut résumer cette émission. Exactement. Et il y a de nouvelles recherches continuellement et des nouvelles thérapeutiques qui apparaissent. Donc ça évolue toujours. C'est ça qui est parfait. Voilà, c'est ça qui est génial. Je vous remercie. L'émission est passée très vite, beaucoup trop vite. On va vous mettre la vidéo évidemment de cette émission où vous retrouverez plein de ressources aussi qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous donner 2 explications. Il me reste quelques secondes pour vous remercier tous les 3 d'être venus. Merci beaucoup Sabrina d'être venue témoigner de votre traitement. On peut le dire, par stimulateur de nerfs vagues. Merci Tristan d'être venu nous raconter votre parcours et votre chirurgie. Et vous, merci aussi Dr Ferrand d'être venu nous expliquer comment ça fonctionne. Tout ça, c'était important de le savoir. Céline, on se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Le sujet n'est pas encore défini, je suis désolée. Point de teaser aujourd'hui. C'est pas grave, soyez là le mois prochain. On aura encore plein de choses à se raconter, c'est certain. À très bientôt. Belle journée à tous sur RCN. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org